nous allons parler bien évidemment du Brésil. Lula a été réélu pour la 3e fois président du géant latino-américain avec 50,9% des voix contre Bolsonaro qui lui a totalisé 49,1% des voix. Un résultat donc très serré. Nous allons voir aujourd'hui les grandes orientations du gouvernement, du prochain gouvernement Lula, ses marges de manœuvre, mais aussi nous allons nous attarder sur le score plutôt élevé de Bolsonaro par rapport à ce qu'on avait pu entendre dans les médias qui le définissaient évidemment comme un nazi. Alors y a-t-il 57 millions de nazis au Brésil? Spoiler, la réponse est non. Mais avant de commencer, je vous rappelle que Les Deux Rives ne reçoit d'aide d'aucun milliardaire ni d'aucun État. Donc, nous remercions nos contributeurs actuels et nous vous invitons à faire de même pour financer ce média indépendant qui donne un autre point de vue sur l'Amérique latine, puisque nous sommes aussi en train de financer des reportages depuis le terrain, depuis l'Amérique latine. Nous maintenons la page web. Tout cela a un coût, bien évidemment. Nous vous invitons donc à aller sur le site www.lesdeuxrives.info, de cliquer sur Soutenez-nous et faire un apport en fonction de vos moyens. Voilà, la page de pub nécessaire étant passée, nous allons commencer avec les grandes orientations. Donc Lula a rappelé dans son discours de victoire, une fois que les résultats ont été proclamés. Donc, nous voyons que le nouveau président du Brésil fait un virage social. Il a notamment dénoncé que le Brésil est un grand exportateur de protéines carnées, est un grand exportateur de céréales, mais qu'au sein du pays, il y a toujours la faim qui avait été éradiquée sous ses précédents gouvernements. La faim est revenue, donc Lula veut mettre fin à la faim. Exactement, ça a été d'ailleurs ses mots, donc ça va être un des premiers objectifs. Un deuxième objectif, c'est de donner un toit à tout le monde, de reprendre un programme social, Ma Maison, Ma Vie, pour donner des logements dignes, notamment aux personnes les plus modestes. Donc le nouveau président Lula a émis le souhait aussi de créer un ministère des peuples indigènes pour que les peuples premiers ne soient plus considérés au Brésil comme des citoyens de seconde zone. Et ce ministère des peuples indigènes va dans une vision un peu plus large qui est de réunir le Brésil. Il est vrai que Jair Bolsonaro avait polarisé le Brésil. Alors évidemment, quand on dit polarisé, c'est sur des fractures et des clivages déjà existants. Il avait joué cette carte, on va dire, de l'affrontement entre Brésiliens. Lula s'est donné comme tâche de réunir le peuple brésilien. Comme il dit, on ne peut rien construire dans une famille où il y a de la discorde. Il va falloir revenir, apaiser le pays pour pouvoir le transformer, le changer. Il a évidemment aussi émis le souhait de recréer le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture au Brésil avait été créé après la période de dictature, donc au retour de la démocratie, dans les années 80, avait duré pendant 33 ans et Jair Bolsonaro l'avait enlevé, l'avait annulé, ce ministère de la Culture. Lula donc veut le reprendre. Et puis, au niveau international, de remettre le Brésil sur le devant de la scène internationale. Alors, je rappelle que Lula est un des cofondateurs des BRICS, cet ensemble multilatéral comprenant donc la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui est en train de s'ouvrir à d'autres pays. Lula veut évidemment utiliser sa présidence pour renforcer le Brésil dans ses organismes internationaux. On pense aussi certainement à la CELAC, la communauté des États latino-américains et caribéens, et puis certainement aussi UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines. Donc que le Brésil redevienne un acteur de poids au niveau régional. Évidemment, ça avait été un peu mis entre parenthèses sous la présidence de Jair Bolsonaro, qui s'était plutôt distingué, en tout cas au niveau régional, par son
son opposition frontale au Venezuela, mais qui n'avait pas joué ce rôle de fédérateur de l'intégration et de la coopération régionale. C'est évidemment très important. Lula compte aussi jouer un rôle de premier plan à l'ONU pour démocratiser les instances de l'ONU. Et puis, on peut certainement penser qu'il pourra jouer un rôle dans la paix mondiale. Alors, je m'avance peut-être, mais le Brésil de Lula, qui est accepté, comme nous allons le voir, par la communauté internationale, pourrait avoir un rôle de premier plan, notamment dans le conflit en Ukraine. Évidemment, si les nazis au pouvoir ukrainien acceptaient cette médiation et ne la jugeaient pas trop proche de la Russie, ce qui serait évidemment une bêtise puisque le Brésil a une politique étrangère indépendante, surtout indépendante de Washington. Donc voilà les grandes orientations, les premières en tout cas, c'est-à-dire des orientations sociales et aussi une volonté de remettre le Brésil sur le devant de la scène internationale. Alors, aura-t-il les mains libres pour faire cela? Eh bien, je serais tenté de dire que ça ne va pas être facile. Pourquoi ça ne va pas être facile? Parce que déjà, le pouvoir législatif, tant au Parlement qu'au Sénat, est complètement atomisé. Alors, le premier parti au Sénat et au Parlement, c'est le parti de Jair Bolsonaro, avec un peu plus de 90 sièges, 90 sièges sur 500 que contre le Parlement, donc même Jair Bolsonaro n'a pas de majorité. Il est suivi par le PT, donc au Parlement, et ainsi qu'au Sénat, mais le gros des députés et des sénateurs appartiennent à ce qu'on appelle le Centrão, ce ramassis de partis de droite, de centre-droit qui dicte généralement la pluie et le beau temps au Brésil et qui le dictera encore une fois durant la présidence de Lula, puisque Lula n'aura pas d'autre choix que de s'allier avec ses députés et ses sénateurs pour faire passer la plupart de ces mesures. Donc évidemment là, il y a une tension aussi entre les aspirations sociales de Lula et puis peut-être qu'ils se devront être modérés si il veut que cela passe devant le pouvoir législatif. La tâche ne sera pas aisée, surtout parce que l'on sait que les députés et les sénateurs rendent des comptes à leurs électeurs. Et là, il y a un chiffre intéressant. Entre les deux tours, c'est-à-dire du premier tour au deuxième tour, Lula avait reçu le soutien des candidats battus au premier tour, donc qui font partie de cette droite, centre-droit, avaient réuni autour de leurs deux noms à peu près un petit peu moins de 9 millions d'électeurs. Or, ce que l'on voit, c'est que entre le premier et le deuxième tour, Lula a augmenté de 3 millions d'électeurs, alors que Jair Bolsonaro a augmenté, lui, de 7 millions d'électeurs. Donc on voit bien que cet appel des chefs de parti à voter pour Lula n'a pas été réellement suivi dans les faits par les électeurs. Et ça, évidemment, les députés le voient bien, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi rendre des comptes à des électeurs qui, au premier abord, ne sont pas forcément favorables à un gouvernement du PT. Alors maintenant, nous allons nous attarder sur le score de Jair Bolsonaro. Alors certes, c'est le premier président qui n'a pas été réélu depuis le retour de la démocratie. Il n'empêche qu'il a réalisé un score, je dirais même plus qu'honorable, 49,1% des voix. Lula ne l'a pas écrasé. Et pourtant, ce que l'on pouvait lire dans les médias internationaux sur l'action de Jair Bolsonaro, alors évidemment, sauf sa position par rapport au Venezuela, qui celle-là a été plutôt renforcée par les médias internationaux, mais généralement, il était dépeint comme un nazi quasiment, quelqu'un qui mettait le Brésil à feu et à sang. Donc évidemment, c'est difficile de comprendre, si on s'attache justement juste à cette description, pourquoi il a réalisé un score aussi fort. Et ça, c'est important parce que
là, c'est quand même la moitié du Brésil qui a voté pour Jair Bolsonaro. C'est le premier parti au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas un épiphénomène. C'est parti, je dirais, pour rester. C'est une véritable tendance de la culture politique, de l'électorat brésilien. Et donc, il répond à certaines aspirations, finalement, du peuple brésilien. En tout cas, d'une moitié du peuple brésilien. Alors, on peut reprocher plein de trucs à Bolsonaro, plein de trucs, que c'est un ultralibéral outrancier, que la pauvreté a augmenté sous son mandat, qu'il se fait passer pour un patriote alors qu'il a mis en place un plan de privatisation de 17 entreprises publiques stratégiques, parmi lesquelles des réseaux ferroviaires, des ports, des entreprises de finances, la poste, des entreprises de télécommunications. Alors il n'a pas pu mettre à bien, terminer ce plan de privatisation, qui sera évidemment certainement stoppé par Lula, mais alors de là, quand on vend les joyaux de la couronne à n'importe quel posteur, à n'importe quel acheteur, y compris des acheteurs étrangers, c'est assez difficile tout de même de se faire passer pour un patriote, surtout que ce plan de privatisation avait été dénoncé à l'époque par le Parti des travailleurs, donc le parti de Lula, comme une atteinte à la souveraineté du Brésil. Alors, qu'est-ce que les médias généralement reprochaient à Jair Bolsonaro? Son action anti-écologique, sa gestion du Covid et le fait qu'il ait été évidemment raciste, que le Brésil était polarisé et avec une extrême tension sous sa gestion. Nous allons reprendre certaines de ces accusations pour voir que, vu du Brésil en tout cas, c'est pas si simple que ça. Je commence pour essayer donc d'expliquer ce vote. En tout cas, c'est des lignes que j'avance. Évidemment, vous mettrez vos commentaires en dessous. On va essayer d'avoir un débat. Tout d'abord, Jair Bolsonaro, en étant président, a réussi d'une certaine manière à se refaire passer une nouvelle fois comme le candidat de l'establishment, comme le candidat contre lequel les médias nationaux et internationaux l'attaquaient. Le candidat, évidemment, entre les deux tours, les candidats du centre ont appelé à voter Lula, appel qui n'a pas été suivi par les électeurs comme nous venons de voir, mais ça faisait passer un peu Bolsonaro pour le seul contre tous, je suis le défenseur de l'antisystème, etc., etc. Donc ça a été aussi un des éléments de langage qui ont pu favoriser que plusieurs électeurs brésiliens aient pu choisir la continuité de l'antisystème, entre parenthèses, puisqu'évidemment, comme nous allons voir, ce n'est pas du tout le candidat de l'antisystème. Alors, sur l'écologie, évidemment, il a été très, 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 très attaqué sur l'écologie, et notamment sur la déforestation. Alors ça, évidemment, c'est un fait. L'organe qui régulait la gestion des forêts a été démantelé par son ministre de l'Environnement. La déforestation a augmenté pour permettre à l'agrobusiness de produire plus et d'exporter plus, notamment à la Chine. On se rappelle que Bolsonaro avait fait le fanfaron lors de sa première campagne en allant à Taïwan et en tenant un discours profondément anti-chinois. N'empêche que dans les faits, les exportations du Brésil vers la Chine ont augmenté durant son mandat d'à peu près 10% et de 20 milliards de dollars. Donc là, c'est encore les faits et le discours. Alors, sur l'écologie, je suis allé voir les premiers intéressés, comment ont-ils voté, c'est-à-dire les votes des Brésiliens dans les États du bassin amazonien, c'est-à-dire l'État d'Amazonas avant tout, l'État de Acre et l'État du Rondônia. Alors dans l'État d'Amazonas, Lula gagne à 51%, 51,49%. Donc c'est pas un raz-de-marée non plus pour Lula. Et dans les États donc de l'Acre,
qui est l'État donc frontalier avec le Pérou, et l'État du Rondônia, qui est l'État frontalier avec la Bolivie, donc toujours dans ce bassin amazonien, là, Bolsonaro écrase Lula à 70% contre 30% pour le dirigeant du Parti des travailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Évidemment qu'il y a aussi des tensions dans ces États-là, et que il y a aussi beaucoup d'agriculteurs, de l'agrobusiness, de gens qui en vivent, et donc le discours écologique dans les États concernés, comme on peut le voir avec le résultat des votes, ne porte pas énormément. Il porte plus évidemment à l'international, ou peut-être dans certaines villes du Brésil, n'est-ce pas? Mais le discours sur l'écologie, on va dire, est plus une manière de conglomérer un certain électorat pour Lula que de ramener les voix des populations concernées. Et du coup, ce discours, finalement, n'a pas une grande emprise ou une hégémonie sur d'autres discours, comme le discours anticommuniste, anti-Venezuela, qui a été très présent dans la campagne de Bolsonaro. Si vous votez pour Lula, ce sera le communisme. Si vous votez pour Lula, Lula va fermer des églises. Si vous votez pour Lula, nous deviendrons un deuxième Venezuela. Évidemment, c'est une des rengaines de la droite latino-américaine lors des processus électoraux, profitant du blocus criminel contre le Venezuela et la migration qui s'en est suivie. Et alors, vous allez me dire, oui, mais ce genre de discours ne sont pas vrais. Comment les Brésiliens peuvent y croire? Par exemple, il y a aussi des discours très porteurs en Amérique latine. Si jamais vous votez pour tel candidat, vos enfants seront homosexuels, etc. Et donc, ça, c'est aussi des discours peut-être aussi porteurs que le discours sur l'écologie développé par le Parti des travailleurs, qui en a fait un de ses axes centraux. Donc, ce qui explique aussi pourquoi Bolsonaro, finalement, a réussi à faire un score aussi élevé. Je rappelle aussi que son ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, alors ministre de l'Environnement qui avait démantelé l'organisme de régulation des forêts, le ministre de l'Environnement qui avait le plus participé à la déforestation de l'Amazonie, ce ministre qui a d'ailleurs été par le passé secrétaire du gouverneur de Sao Paulo d'alors, Geraldo Alckmin, qui est aujourd'hui le vice-président de Lula. Il faut le souligner, les marges de manœuvre de Lula ne seront pas que avec le Parlement, il est aussi au sein de son gouvernement aussi obligé de faire une série d'alliances avec finalement des gens de centre droit. Voilà. Donc cette personne, Ricardo Salles, a été élu député et a été très très bien élu par les électeurs brésiliens. Donc il y a eu une sanction positive dans son cas de sa gestion gouvernementale. Et là, je passe au deuxième point, ça me permet de faire une transition, puisque c'est à peu près la même chose. Autour de ce qui s'est passé sur la gestion de la pandémie du Covid-19. Donc évidemment, on se rappelle que Bolsonaro ne voulait pas confiner les Brésiliens, voulait laisser la liberté aux Brésiliens de vaquer à leur occupation, prenant le risque d'une expansion de la pandémie, et ses adversaires politiques l'ont évidemment critiqué fortement là-dessus, l'accusant même de génocide de la population brésilienne. Oui, mais là encore, nous voyons que le ministre de la Santé lors de la pandémie, Eduardo Pazuello, a été le député le mieux élu de l'État de Rio. Donc là encore, il y a eu une sanction, il n'y a pas eu de sanction négative sur la gestion de la pandémie par le gouvernement de Bolsonaro, je dirais presque au contraire. Donc là, vous voyez, c'est pas si simple par rapport à ce que l'on pourrait penser de cette gestion, en tout cas depuis l'extérieur. Et puis je rappelle aussi que le Brésil
c'est pas la France. C'est-à-dire que lorsque les gens ont été confinés, il n'y avait pas de chômage partiel, il n'y avait pas d'APL, il n'y avait pas d'aide sociale qui te permettait, il n'y avait pas d'aide aux restaurateurs, il n'y avait pas... l'État n'a pas financé l'arrêt des activités. Donc, la plupart des personnes, ça j'élargis, hein, il n'y a pas que le Brésil, la plupart des personnes qui travaillent dans l'informalité, qui vivent au jour le jour, se sont trouvées chez elles à crever de faim, finalement. Et donc, là aussi, par un système d'allocation mis en place par Bolsonaro, alors qu'il reprenait le système d'allocation mis en place par Lula durant ses premiers mandats, en l'amplifiant, et bien Bolsonaro a aussi gagné des points, puisqu'il a dit, regardez, les gouverneurs veulent vous confiner, et moi, j'arrive et je vous donne de quoi survivre pendant le confinement, alors que je m'y étais opposé. Ça, c'est de cette façon que l'électeur a ressenti la gestion du Covid par Jair Bolsonaro. Voilà. Donc ça explique aussi une partie de son vote pour arriver à la moitié de l'électorat brésilien. Autre point du discours de Bolsonaro qui a aussi impacté sur une partie de l'électorat brésilien, c'est le discours contre la corruption. Alors nous nous rappelons qu'une formidable opération politico-médiatique avait été lancée. Alors elle a été lancée, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on fera peut-être une vidéo là-dessus. Cette opération a été lancée depuis les États-Unis, hein, qui depuis 2007, puis ensuite avec l'affaire Odebrecht, puis ensuite avec la collaboration du système judiciaire au Brésil et dans certains pays d'Amérique latine, avait permis de monter certaines opérations en passant sur l'inversion des preuves, c'est-à-dire sur dénonciation, il fallait que l'accusé prouve son innocence pour aller vite, et évidemment c'est ça qui avait mené un juge, donc Sergio Moro, à emprisonner Lula pendant 580 jours. Hein. L'histoire de Lula est épique, son retour au pouvoir évidemment pourrait faire l'objet d'une série Netflix, en tout cas d'un très bon roman politique. Il n'empêche que cette opération, donc Lava Jato, qui avait permis au juge Moro de devenir ministre de la justice de Bolsonaro, donc voyons bien les collusions qu'il y avait entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, avait permis évidemment de déplacer Lula, et puis surtout ça a été un énorme scandale, puisque n'ayant finalement pas pu apporter de preuves à la corruption de Lula, eh bien les jugements, les sentences avaient été annulées, et Lula, c'est pour ça que Lula a été sorti libre de prison, a pu se présenter et a pu gagner. Il n'empêche que le discours anticorruption est resté et a permis à Bolsonaro de se faire le chantre de l'anticorruption contre un parti qui voudrait accaparer les richesses du Brésil pour lui-même, pour des bénéfices personnels, donc d'avoir un certain impact. Lorsque Bolsonaro dit nous avons pu faire un système d'allocation sociale, et vous savez pourquoi? Parce que nous ne volons pas l'argent, nous le mettrons à disposition du peuple brésilien. Évidemment, c'est complètement faux, mais il n'empêche que ça a un impact. Évidemment, les gens finalement se laissent convaincre par ce discours, et ça explique aussi une grande partie du vote de Jair Bolsonaro. Alors, ce discours anticorruption est généralement lié aussi au discours contre l'insécurité, puisqu'il est vrai que la criminalité, en tout cas les taux d'homicide, ont baissé sous Bolsonaro. Alors, ils ont baissé pour revenir à des taux des premiers gouvernements Lula, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus éradiqué la criminalité, mais ce thème de l'insécurité, de la criminalité est évidemment un thème très porteur au Brésil, dans toute l'Amérique latine en général, et donc a des effets immédiats en termes électoraux. Je reviens aussi sur un point qui est les évangélistes. Ah oui, on dit Bolsonaro a le vote des évangélistes, c'est pour ça qu'il arrive à faire un score aussi haut. Alors oui, c'est vrai, et c'est à prendre aussi avec des pincettes. D'une part, parce que la religion principale du Brésil,
c'est pas les différentes tendances chrétiennes, hein, ça reste la religion catholique avec 64% des croyants. 64% des croyants qui, selon en tout cas les sondages juste avant l'élection, étaient en grande partie, en tout cas en majorité, des soutiens de Lula. Ben oui, certains catholiques se sentent menacés par les avancées au niveau culturel, spirituel, économique et social et politique des évangélistes. Après, les évangélistes, faut pas tous les mettre dans le même sac, hein. S'il y a bien évidemment certaines sectes pentecôtistes qui sont des ultralibéraux furibonds, ennemis évidemment de tout progressisme sociétal, il y a aussi certaines tendances des évangélistes qui sont assez progressistes, en tout cas qui sont dans ces secteurs populaires, qui finalement ne votent pas forcément Jair Bolsonaro, même si ce candidat, enfin l'ex-candidat Bolsonaro, avait une majorité de voix des évangélistes. Évidemment, un grand thème porteur, c'est le thème du système d'allocation, donc Auxílio Brasil, qui est un plan d'allocation fait par Bolsonaro, alors qui reprend dans les grandes lignes le système fondé par Lula, appelé Bolsa Familia, et qui l'a diversifié. Alors, là encore, on est, je dirais, plus dans la communication politique, mais tout de même, c'est un plan d'allocation, alors très bas, hein, c'est $40 par mois et par famille, n'empêche que ça bénéficie 14,5 millions de familles, pas de personnes, de familles. Donc si jamais vous faites un rapide calcul, ça fait aux alentours de 70 millions de personnes, hein, enfants compris bien évidemment, et ce système d'allocation, évidemment mis en place à grand renfort de communication politique par Jair Bolsonaro, touche les plus humbles, et les plus humbles sont le vote traditionnel du Parti des travailleurs. Alors ça encore, c'est quelque chose que j'ai pu lire, comme quoi les Brésiliens les plus humbles voteraient Bolsonaro. Non, ce n'est pas vrai. Les Brésiliens les plus pauvres votent pour le Parti des travailleurs, ont voté pour Lula. Bolsonaro, lui, est un vote très concentré de la classe moyenne dans toute sa diversité, des couches moyennes dans toutes ses diversités, c'est-à-dire des classes moyennes basses jusqu'à la petite bourgeoisie. Les ultra-riches, visiblement, sont assez partagés. Non, pourquoi sont-ils assez partagés? Certainement parce que, d'une part, pour un certain conservatisme, ils sont évidemment enclins à voter pour Bolsonaro, mais ils voient aussi que leur pays a été un peu un paria sur la scène internationale, et puis sont des gens évidemment qui ont une vision mondialisée, qui ne sont pas effrayés, en tout cas pour l'instant, par la victoire de Lula, en tout cas puisque il était accompagné donc de Geraldo Alckmin, qui est lui de centre droit, et donc qui avait tendance à rassurer les marchés et la bourgeoisie brésilienne. Voilà. Donc, voilà, c'est tout un faisceau d'explications qui nous permettent de comprendre pourquoi 57 millions de Brésiliens ont voté pour Bolsonaro. Réduire ces 57 millions de Brésiliens à des gens d'extrême droite, des nazis, des gens qui voudraient aller buter des Noirs ou faire des ratonnades sur les homosexuels, non, ça passe pas, ça ne nous permet pas de comprendre le vote Bolsonaro, et surtout, ça ne nous permettra pas de comprendre la suite des événements, c'est-à-dire ça ne nous permet pas de comprendre l'évolution de la société brésilienne et les différents enjeux, les différentes contradictions, et puis surtout les défis que va affronter Lula dans les prochains mois et dans les prochaines années. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi à avoir des clés pour comprendre le résultat de l'élection brésilienne. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo, à commenter, hein, on va faire un petit débat, je serai très attentif pour essayer de répondre à vos différentes questions. Et puis bien entendu, nous vous rappelons que vous pouvez aller sur le site www.lesdeuxrives.fr
Point Info, déjà pour vous informer, avoir un autre point de vue sur l'Amérique latine, et puis aussi nous soutenir, devenir contributeur et nous aider à vous offrir cet autre son de cloche qu'il manque dans la presse française. Je vous remercie et à très bientôt.